Coucou les Arganes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, je pense, va en faire criser plus d'un, puisque je fais partie de ce cercle très prestigieux de lecteurs et de lectrices qui dégomment des tomes 1, qui en enchaînent à foison, mais qui ne continuent pas les sagas. Je sais qu'on est plusieurs dans ce cas. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les quelques sagas que je redoute de continuer pour des raisons particulières ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si je suis la seule dans ce cas-là, ou si vous vous reconnaissez aussi dans certaines de ces sagas, ou tout simplement dans ce cercle justement de lecteurs. Et vous pouvez aussi, si vous avez envie de me soutenir, me lâcher un petit pouce et un commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça permet de me soutenir grandement. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, vous pouvez tout simplement me laisser un petit emoji et je vous invite à mettre un emoji de rose pour le tout premier livre de cette vidéo. Parce que effectivement, une saga qui a été, pour le premier tome tout du moins, un immense coup de cœur, une réécriture de conte que j'ai affectionné tout particulièrement parce que c'était une réécriture de La Belle et la Bête. J'ai eu un immense coup de cœur il y a quelques années pour Rose éternelle d'Ophélie Duchemin qui est publiée aux éditions Plume Blanche. Et mine de rien, en regardant ce matin l'avis lecture de Émilie de la bibliothèque d'Emilia, je me suis dit effectivement, il y a des choses où je suis totalement d'accord avec elle sur les points faibles de ce roman. En discutant en privé, elle m'a dit Aurélie, je suis sûre que tu le lirais maintenant, tu ne l'apprécierais pas autant. C'est ce que j'ai ressenti aussi mine de rien pour Murmure de l'océan qui est le tome 2. Le troisième tome de cette trilogie, c'est sur lui ce Réponse, donc Fil d'or, et je dois avouer que les retours que j'en ai eu m'ont assez freiné. Apparemment c'est assez contemplatif, c'est assez long sur certains moments, donc déjà qu'il est pas très fin le roman, que c'est écrit plutôt petit, j'appréhende de terminer cette trilogie et je suis en pleine hésitation sur le fait de l'abandonner. Oui, on va quand même très loin là dans l'hésitation. Donc une saga que je redoute de terminer et que je ne suis même pas sûre finalement d'aller jusqu'au bout. Pourtant j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 il y a de ça presque 3 ans, mais effectivement j'avais pas la même expérience de lecture que je l'ai aujourd'hui. Et en plus de ça, j'ai mes goûts qui se sont développés, ce qui fait que je suis un petit peu réfractaire à me tourner sur certains types de personnages, sur certains types aussi d'aventures. Donc écoutez, si vous l'avez lu, Fil d'or, n'hésitez pas à me motiver en commentaire, peut-être que ça pourrait changer la donne. Un autre livre sur lequel je suis assez dubitatif, je ne sais pas vraiment à quel moment me mettre sur cet ouvrage, parce que dans les sagas qui changent de personnage en plein milieu, j'ai un petit peu du mal. Je sais pas pour vous, mais moi je me suis attachée dès le premier tome à des personnages, donc le fait de changer en plein milieu d'une saga, faut recommencer un petit peu du début, dans le sens où c'est comme si c'était un nouveau tome 1, de se dire est-ce qu'on va accrocher autant, est-ce qu'on va s'attacher, est-ce qu'on va les prendre un peu en empathie, et c'est ce que je ressens pour la saga de Daniel L. Jensen avec L'héritier insoumis, donc le tome 3, Le pont de tempête et la reine traîtresse. J'avais littéralement dévoré ces deux tomes, c'était vraiment d'excellentes romantécies avec un univers très riche en termes de politique et de conflits au niveau des territoires. Sauf que dans ce tome-ci, nous allons déjà retracer les événements de la reine traîtresse, donc du tome 2, sous le point de vue de deux nouveaux personnages. Déjà, c'est un petit peu gros. Et retracer les mêmes événements dont on connaît la finalité sous le point de vue de d'autres personnages, il y a un côté assez redondant mine de rien. Et encore une fois, on se trouve avec deux nouveaux personnages qu'on croise certes dans les tomes précédents, mais à part ça, on n'a pas eu le temps de s'accrocher plus que nécessaire. Du coup, j'éprouve une certaine réticence à me jeter sur ce tome 3. Je m'étais dit qu'à la rigueur, j'allais peut-être attendre que le tome 2 soit un petit peu moins frais dans ma tête pour me jeter sur cette lecture, afin de ne pas avoir ce sentiment de redondance, de déjà-vu aussi, pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Le fait étant qu'il me semble qu'il y a un petit peu plus de scènes spicy aussi, chose qui me rébute un petit peu ces derniers temps, donc je ne sais pas trop comment appréhender ce livre-là, ce qui fait que je le laisse traîner aussi dans ma pile à lire. Pourtant, Daniel L. Jensen est quand même une très bonne autrice de romantasy qui moi m'a convaincue avec ces deux derniers tomes. Je pense que c'est un petit peu de fausses idées que j'ai, parce que je pense que je pourrais totalement aimer ce roman. Donc voilà, je le repousse inévitablement. Je sais pourtant que je vais devoir le lire incessamment sous peu, parce qu'après je ne me souviendrai clairement plus de ce qui se passe, et là ça deviendra un autre problème. Ah, celui-ci c'est un roman que beaucoup de personnes ont parlé, toute la toile sur les réseaux sociaux ont parlé de ce roman, surtout du tome 1 qui a été quand même un gros coup de cœur pour moi. Gros coup de cœur, tout est relatif, ça a été quand même un petit coup de cœur. Une romantasy que tout le monde attendait en 2024, qui était la plus grosse sortie de Hugo Roman. Bien sûr, je parle de Fourth Wing, et ici je tiens avec moi Iron Flame, le tome 2 de Rebecca Yarros. Pourquoi celui-ci traîne dans ma pile à lire alors que je l'ai depuis sa sortie? Pour la simple et bonne raison que tout le monde l'a défoncé sur les réseaux. Je n'ai pas forcément vu de retour positif. Ceux que j'ai vus étaient plus ou moins mitigés, donc je ne sais pas trop comment l'appréhender celui-ci. Alors que le tome 1 de Fourth Wing, je l'avais vraiment beaucoup aimé, je l'avais lu
d'ailleurs dans un vlog lecture que vous pourrez visionner si vous en avez envie. J'avais accroché, il y avait ce côté très addictif, tant au niveau de la romance que de la relation qu'on va avoir avec Violette et son dragon. Forcément, la fin nous laissait un petit peu tout en émoi, même si c'était un petit peu prévisible au vu des retournements des situations, quoi qu'il y ait un truc que j'avais vraiment pas vu. Quoi qu'il en soit, j'étais assez impatiente de lire le tome 2 et pourtant je l'ai depuis sa sortie et il n'est toujours pas passé à la casserole. Qu'est-ce qui me freine finalement dans cette lecture? C'est tous les avis, comme je le disais. Par ailleurs, il y a aussi, il semblerait, un grand manque de communication entre Violette et Xaden, ce qui fait que on pourrait raccourcir le roman s'ils avaient discuté dès le début. J'avais vu un réel sur ça qui m'avait fait mourir de rire et c'est un petit peu ce qui me gêne aussi dans le roman quand je vois que tout part d'une incompréhension et que ça prend de grosses proportions et qu'on a envie juste de dire mais c'est bon gars, posez-vous et discutez. Il semblerait aussi que le spicy est monté d'un cran dans ce tome-ci aussi. Qu'en penser? Je ne sais pas. Et du coup, est-ce que je resterai pas sur une bonne impression? Mais en même temps, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Est-ce que ça vaut le coup? C'est une trilogie ou plus? Non, il y a 5 tomes, il me semble. Donc voilà, ça m'engage quand même sur le long terme. J'ai quand même envie de me mettre sur ce tome 2, mais je pense que je vais devoir attendre que la hype redescende. Là, on commence à avoir beaucoup moins justement d'avis sur First Wing, le tome 2. Je me dis que quand ça sera redescendu, que ça sera un petit peu moins présent sur la toile, on aura moins ce sentiment de le voir popper de partout et d'avoir des attentes peut-être trop hautes, du moins je parle par rapport à moi, mon expérience et mes attentes. Ça peut être une bonne solution peut-être pour l'année prochaine. J'ai pas forcément envie de m'en séparer, là n'est pas la question pour tous ces romans, même c'est pas la question. Mais disons que la grande question c'est de savoir quand est-ce que je vais le lire. Et je n'ai toujours pas de réponse à apporter à celle-ci. Alors pour ce tome-ci, finalement, je l'ai mis dans ma pile à lire de l'hiver, pourrait potentiellement me motiver à finir cette saga et en particulier cette trilogie. Il s'agit du tome 3 de Gods of Men de Barbara Kloss qui est publié aux éditions Rivka. Immense coup de cœur pour le tome 1 que j'ai même relu une deuxième fois. J'avais aussi beaucoup aimé le tome 2, mais comme toute saga qui est chère à notre cœur, vous allez voir aussi pour d'autres titres, on n'a pas forcément envie de lire le dernier tome parce que déjà on ne sait pas si l'auteur va être sympathique et si il va nous briser le cœur. Donc j'ai pas envie non plus de voir mes personnages torturés, manipulés et martyrisés et tout ce qui s'ensuit. Donc j'appréhende beaucoup la fin de cet univers parce que je n'ai pas envie que ça soit terminé et je repousse l'inévitable parce que forcément à part relire les tomes mais jamais avoir la conclusion de l'histoire, c'est dommage. Donc je sais que je vais devoir terminer la saga Gods of Men incessamment sous peu puisque je l'ai mis donc dans ma pile à lire de l'hiver, donc il ne va pas tarder parce que c'est la bonne période pour le lire puisqu'on va se retrouver dans des contrées à nouveau enneigées, du moins c'est ce que les illustrations m'ont fait penser. Parce que oui, vous avez des illustrations, celle-ci n'est pas spoilante mais vous avez des illustrations ici et à la fin aussi. Surtout que c'est une aventure où on va naviguer entre les différents continents, on va apprendre la culture de chacun, les paysages aussi qui sont très particuliers pour chacun des territoires. J'ai adoré les 2 premiers tomes, j'ai adoré. C'est de la fantasy qui est un mix entre le young adulte et l'adulte. Je dirais même que c'est du new adulte. Apparemment, c'est un genre qui est un peu plus prononcé dans tout ce qui est sphère anglophone. Après, il y a des côtés assez lents, je peux pas le cacher, mais bon, moi j'ai été quand même embarquée par cet univers. En plus de ça, on a de la magie qui est autour de la musique. Donc si vous êtes musicien ou vous êtes un petit peu sensible par rapport à ça, vous pouvez foncer, je pense que vous allez adorer. D'autant plus qu'on est sur des belles valeurs d'acceptation de soi, de l'autre, des différentes cultures et plein d'autres valeurs que je trouve absolument sensationnelles. Bref, tout ça pour dire que j'adore, mais j'ai pas forcément envie de les quitter. Et c'est un peu le cas pour beaucoup de sagas généralement où je ne finis jamais, c'est que je n'ai pas envie de quitter les personnages. Quand je vous disais que c'est un peu aussi le fait de quitter les personnages qui me pose problème, c'est ce qui arrive également pour une saga qui est si chère à mon cœur et vous allez être choqués quand je vais vous la montrer parce que c'est une saga où j'ai défoncé les 4 tomes et quand je vous dis défoncé, c'est que j'en ai pas dormi, très peu dormi, je ne bougeais pas mon cul du canapé et je m'ai enfilé les pages. Je parle bien sûr de Villa Emilia et je tiens avec moi le spin-off du coup Entretien avec un serpent de Elodie Federbe qui est de l'auto-édition. Alors c'est de la dark romance, encore une fois je tiens à préciser, à ne pas mettre dans toutes les mains. Il y a des concepts et des scènes qui sont très imagées qui peuvent heurter la sensibilité de chacun, donc renseignez-vous sur les trigger warnings. En attendant, moi je trouve ça fabuleux. Vraiment c'est plein de références qui moi me parlent. Et donc Entretien avec un serpent, on est sur le spin-off sur l'histoire un petit peu du point de vue de Dorian Jacobson, puisque dans les autres tomes nous sommes plutôt du point de vue de Emilia. Sauf qu'ici c'est tourné un petit peu différemment, donc je suis moins réfractaire que l'héritier insoumis. On va vraiment retracer l'aventure qu'on a déjà vue dans le tome 2 sous le point de vue de d'autres personnages. Là on va avoir un entretien avec un psychiatre ou une psychologue, donc en fait c'est Dorian Jacobson qui va être en session un petit peu comme dans Entretien avec un vampire dont le titre du roman est inspiré. On va vraiment être dans cet échange là, cette retranscription finalement de leurs entretiens et apprendre aussi certaines choses qui se sont
sont passées donc dans la saga principale. Donc en soi, on peut dire que j'ai terminé la saga Villa Emilia, mais il y a quand même un spin-off que je me dois de lire et que je n'ai pas envie de lire parce que quand j'ai su qu'il allait avoir un spin-off, je me suis dit cool, c'est trop bien, les personnages on les revoit. Petit aparté, les personnages on les revoit aussi dans Eat Me Drink Me, mais il faut vraiment avoir lu la saga principale pour pouvoir lire ça. En tout cas, je trouve qu'il y a ce côté où on va retrouver un petit peu ce qu'on a aimé dans les sagas, où on va se replonger à nouveau dans l'univers avec les nouveaux personnages, et c'est à double tranchant finalement. Parce que pour le coup, j'avais lu aussi Sorcery of Thorn que j'avais bien aimé, et j'ai eu à un Noël la petite nouvelle, donc Mystery of Thorn Manor, qui est une courte en fait histoire qui se déroule à Noël, donc il y a un côté assez enjoué parce qu'on va retrouver à nouveau les personnages, mais j'ai été grandement déçue. Donc finalement ça m'a tout entaché, mon souvenir de Sorcery of Thorn, et j'ai peur un petit peu de ce que ça va donner ce spin-off. Pourtant je suis convaincue que je vais passer un excellent moment. Et à côté de ça, il y a aussi le fait que là définitivement je vais devoir dire au revoir à mes personnages préférés, donc très très dur pour moi de me plonger sur ce tome-ci. Un livre aussi où je me dis Aurélie, t'as peut-être déconné dans ton achat. Il faut dire que j'ai lu le premier tome en lecture audio, que j'ai adoré. Je l'avais dégommé, je me souviens encore que j'étais presque à la fin et j'avais plus rien à faire de ma lecture audio, donc je me suis juste posée sur mon canapé toute la soirée à écouter le livre dans les oreilles. J'ai tellement aimé que je me suis acheté sur Vinted l'intégralité de la saga, donc ça veut dire les 5 tomes. Je parle de Rebecca Keane, forcément, de l'urban fantasy que j'ai découvert d'ailleurs aussi avec Rebecca Keane. J'avais un peu d'appréhension sur l'urban fantasy, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc je m'étais dit allez, peut-être que cette saga est faite pour toi. Donc oui, j'ai acheté les 5 tomes et je n'ai toujours pas lu le tome 2. Je mens, je l'avais commencé en lecture audio, voilà à peu près ce que j'ai lu. Je l'ai mis en pause, je ne l'ai jamais repris, forcément. Pourtant, je sais pas ce que j'attends parce que j'ai lu d'autres fantasy urbaines à côté et j'ai absolument détesté mes lectures dans le sens où je les ai même abandonnées. Et je me demande si Rebecca Keane, qui est une saga qui a quand même pas mal d'années derrière elle, va me faire cet effet-là et si j'ai acheté les 5 tomes pour rien. Parce que oui, le tome 1, je l'avais adoré, je l'avais lu dans une période où, je sais pas, j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus décalé, un petit peu plus frais. Donc est-ce que je vais apprécier autant le tome 2 et sa suite? Je ne sais pas, surtout que c'est une saga voilà, qui a vieilli. Surtout qu'il me semble que cette saga n'a jamais été terminée. Hein. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit la dernière fois, mais on attend toujours la fin de Rebecca Keane et ça n'arrive pas. Là aussi c'est un frein parce que je suis désolée, me lancer dans 5 tomes pour ne jamais avoir la fin de cette histoire, c'est douloureux. Mais voilà encore des moments où je me dis, Aurélie, ok c'était une affaire, ils étaient vraiment pas chers sur Vinted, mais est-ce que j'avais la nécessité de prendre les 5 tomes en sachant que je n'avais lu que le premier et que je me retrouve possiblement un an plus tard à ne toujours pas avoir lu le tome 2. Ça c'est aussi des bonnes résolutions qui vont arriver l'année prochaine. Avant de finir sur les 3 dernières sagas qui vont peut-être je pense tirer les cheveux à certains, je parlais tout à l'heure de l'héritier insoumis où nous allons retracer finalement l'aventure, la même sous le point de vue de d'autres personnages, et je disais ce qui me freinait aussi, mine de rien, il y a le côté redondant, mais il y a aussi le côté où on switch de personnage et on doit de nouveau s'attacher à ces personnages-là. Ça me fait exactement la même chose pour cette saga. Alors là aussi j'ai terminé la trilogie principale, mais cette saga va regrouper plusieurs trilogies. En soi, vous n'êtes pas forcément obligé de les lire, vous pouvez les lire un petit peu indépendamment, même si je trouve que c'est mieux de les lire dans l'ordre et de tout lire au niveau des trilogies, parce que vous avez des personnages qui reviennent. Bref, vous comprendrez mieux quand je vais vous présenter le bouquin, parce que je parle de Vampiria America, le tombeau des étoiles, donc de Victor Dixon. J'ai beaucoup aimé Vampiria, la saga principale avec le roi soleil qui était devenu le roi des ténèbres, et où on allait suivre cette jeune roturière qui allait tout faire pour se venger, pour venger le massacre de sa famille, qui a infiltré la cour de Versailles et se rapprocher au mieux et au plus près du roi des ténèbres pour le tuer. Ici nous sommes sur un tout autre continent puisque comme son nom l'indique, nous sommes en Amérique. Nouveau personnage, même si nous avons un personnage principal qui est présent dans la première trilogie, là on se retrouve vraiment avec un tout nouveau décor, mais on n'a plus le roi des ténèbres et ce côté très court de Versailles qui moi m'avait beaucoup plu justement dans la saga principale, ou du moins la première saga. Et ici la petite particularité en plus, c'est qu'on va avoir le point de vue de beaucoup de personnages, alors que dans la première trilogie on n'y suivait que le point de vue de Jeanne Froidelac. Là on est vraiment avec les 6 Desperados qui vont avoir leur propre point de vue. Alors ok, c'est toujours sympa parce que j'aime beaucoup cet univers de Victor Dixon, mais le fait déjà qu'on est reparti sur de nouveaux personnages, comme je vous disais, il faut s'attacher à ces nouveaux personnages, même si on en connaît certains, mais en plus de ça, on a plusieurs points de vue qui fait qu'on n'a pas le temps vraiment de se centrer sur un seul personnage. C'est ce que j'avais reproché à All of Us Villain par exemple, où on avait une multitude de points de vue également, et on n'arrive pas à se poser, et quand on commence à un petit peu à s'attacher, bam, on bascule à un autre
autre point de vue et un autre personnage. C'était mon petit reproche, je pense que j'ai du mal avec finalement les romans qui ont une multitude de points de vue. Quoi qu'il en soit, je suis un petit peu réfractaire parce que effectivement j'ai adoré la saga principale. Le deuxième, je repartais à nouveau et j'avais beaucoup moins accroché. Donc voilà, faut que je continue, mais j'ai un petit peu du mal, ça passe pas forcément dans mes priorités de lecture. Pourtant je sais que ça peut que me plaire au vu des retours que je vois sur la toile. Donc écoutez, il faut juste que je trouve la motivation, mais généralement ça se lie à la période d'Halloween. Et comme vous le savez, au vu du temps qu'il fait dehors, Halloween c'est passé. On arrive enfin aux 3 dernières sagas que j'ai du mal à continuer. L'une d'entre elles, j'ai absolument tous les tomes qui sont sortis. Pourtant, je n'ai même pas fini le tome 3. C'est Le sang et la cendre. Vous le voyez, il y a mon petit marque-page ici. C'est La couronne d'os doré, donc de Jennifer L. Armentrout. J'ai absolument tous les tomes, que ce soit de la saga principale ou du spin-off. Je trouve qu'il les enchaîne quand même, parce qu'on a eu plusieurs parutions au cours de l'année. Alors c'est cool pour ceux qui lisent assidûment la saga et qui sont très heureux de pouvoir avoir la suite assez rapidement. Sauf que moi, je suis toujours à la traîne. Donc ça veut dire que j'achète tous les reliés et je n'ai même pas encore terminé le tome 3. Et ce qui fait que j'ai du mal à me plonger dans ce tome 3 et que je l'ai mis en pause ici, c'est que je m'en souvenais absolument plus des autres tomes. On arrive à un moment donné à un passage où j'ai dû dire à ma copine, non mais attends, c'est qui ce personnage-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec machin? Faut que tu me rappelles la chose. Donc j'en viens à avoir complètement oublié les événements du premier et du deuxième tome. Et en plus de ça, je vois que beaucoup de mes copines ont abandonné cette saga, ce qui me fait mal au cœur aussi le fait de les avoir tous achetés, à cause du spicy, notamment dans ce tome 3 qui est assez présent. Le tome 2, il y en avait beaucoup, mais je l'avais défendu par rapport à l'ambiance et à l'intrigue générale qu'il y avait dans ce tome 2. Là, j'ai pas d'excuses et effectivement, en ayant juste lu ça, je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Et il paraît que le tome est pire et que ça va crescendo, donc j'appréhende un petit peu parce que c'est des choses qui me plaisent de moins en moins dans mes lectures. Je suis pas forcément complètement freinée et complètement, arrêtée sur le spicy, mais disons que j'aime bien quand il y en a un petit peu et que ça rentre dans l'histoire, que ça apporte quelque chose. En avoir pour en avoir, je trouve qu'on rentre dans un autre genre qui moi ne me plaît pas. J'en avais déjà discuté avec les Patreons sur un vlog que j'avais fait pour le Patreon et je disais qu'effectivement je trouve qu'on a une frontière qui est très mince et qui se perd aussi entre la fantasy ou la romantasy et les romans de catégorie érotique. Et je trouve que ça se perd et que certains romans devraient être classés plutôt en érotique plutôt qu'en fantasy ou romantasy. Bref, c'est un autre débat et c'est pour ça que j'ai peur finalement de me jeter encore une fois sur Le sang et la cendre. Mais là je pense que le frein principal c'est le fait que je me souvienne plus vraiment des 2 derniers tomes et j'ai eu du mal en fait à me rappeler les différents protagonistes, les différents enjeux de chacun. Donc si je pense que je dois continuer et essayer plutôt de le lire assez rapidement vu tout ce qui sort, je vais devoir me faire des résumés spoilants. Faut vraiment que je les trouve des 2 premiers tomes parce que vraiment ça m'a peiné dans mon début de lecture. Je pense en toute honnêteté, en plus de ça, si je le reprends à ce paragraphe là, je ne vais rien perdre du tout parce que comme je vous dis c'était majoritairement du spicy et c'est assez frais là pour l'instant dans ma tête. Donc autant en profiter parce que je me referai pas une lecture des 2 premiers tomes même si le tome 1 avait été un gros coup de cœur. On arrive à l'avant-dernier et oui ça va vous choquer parce que effectivement vous voyez un trou derrière moi donc je ne vais pas faire durer le suspense. Et oui, Nevernight de J. Christophe, le tome 2. Là aussi très réfractaire à me lancer dans cette lecture. Pourquoi? Parce que déjà le tome 3 j'ai vu beaucoup de déceptions là-dessus. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'il n'était pas forcément ouf et que l'auteur avait envie de passer à autre chose. C'est pour ça qu'on a ce côté un petit peu rapide et peut-être bâclé du tome 3. Après je ne parle que par rapport au retour que j'ai eu, donc ce n'est pas à prendre comme argent comptant. Mais j'ai adoré J. Christophe, notamment dans l'Empire du Vampire, vous le savez, donc j'ai envie de continuer. Nevernight a été pour le premier tome, du moins une excellente lecture également, j'ai adoré. Donc j'ai envie de me continuer justement cette saga, cette trilogie, mais il y a un peu du mal. Peut-être parce que je me dis que le tome 3 de l'Empire du Vampire, on n'est pas près de le voir et il faut que je me garde un petit peu aussi de J. Christophe pour parsemer les quelques années peut-être à venir. J'espère que ça se comptera en mois et pas en années pour avoir le tome 3. Mais après voilà, je me dis si je n'ai plus rien à lire de J. Christophe après, je vais être dans le mal. D'autant plus que, ok, il a fait d'autres sagas comme là de Saxus, ils ont sorti un coffret qui s'appelle Répliquant je crois, mais c'est de la science-fiction plutôt young adulte qui ne me plaît pas. Moi déjà de base c'est pas un genre qui m'attire et en plus de ça si c'est young adulte, même si c'est J. Christophe, je pense que je n'irai pas. Il y a éventuellement aussi la Guerre du Lotus que je pourrais me faire, c'est une de ces sagas de fantasy adulte il me semble, si je dis pas de bêtises, mais je ne l'ai pas encore lu. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à Nevernight, le tome 1 a été une excellente lecture. Faut vraiment que je me plonge à nouveau dans cette fantasy et c'est pas forcément que je suis réfractaire à y aller, c'est que je pense pour me lancer dans cette lecture là c'est un petit peu comme Crescent City, faut que j'ai le temps, faut que j'ai du temps pour me poser, que je ne lise que ça et que je me le dégomme parce que mine de rien il est à presque 800 pages aussi hein. Donc il faut que je me concentre uniquement sur cette lecture et il faut que j'ai le temps
par rapport à d'autres services de presse, etc. Donc faut vraiment que je me concentre. Donc c'est pas vraiment que je suis réfractaire à continuer cette saga, mais plus que je n'arrive pas à me trouver le temps pour m'accorder cette petite lecture. Petite, tout est relatif. Quoique j'ai une amie qui m'a dit on va le faire en lecture commune, donc ça peut me motiver aussi. Donc il se peut que début d'année 2025, vous revoyez ce tome-ci dans un update lecture. Et j'arrive enfin à la toute dernière saga que je n'arrive pas à continuer et ça va vous choquer. Je pense parce que cette saga vraiment de Romantasy, elle est très phare. C'est ce qui a peut-être engendré en France tout du moins ce gros boom de Romantasy. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Hein. Laissez tomber vos commentaires où ça commence à gueuler. Écoutez, moi je ne vous parle que de mon expérience propre. Tout ça pour dire que cette saga-là, forcément, tout le monde l'adore. Il y a le côté hype qui fait qu'elle est au top de toutes les sagas des gens et j'ai du mal du coup à me jeter là-dessus. Le tome 1 avait été une bonne lecture mais je l'avais moyennement apprécié. Le tome 2 bien sûr tout le monde en parle comme le tome 2 qui fait le reste de la saga, donc un gros coup de cœur effectivement pour le tome 2. Et là j'arrive au tome 3. Il faut dire aussi qu'il y a un moment donné je me suis spoilée en naviguant sur Instagram, je suis tombée sur un réel. Ok, alors là ça spoil le tome 3 je crois et si ça se passe comme ça va pas me plaire. Donc je suis allée faire des recherches, je n'aurais jamais dû, je sais, j'étais con. Je parle du coup de ACOTAR. J'en suis au tome 3 que je n'ai toujours pas lu et je suis un peu réfractaire, donc déjà pour ce côté un petit peu hype qui est beaucoup trop grande et je pense que je me lasse de voir ce titre là faire référence à beaucoup d'autres choses. On voit surtout dans des livres la com qui met adoubé par Sarah J. Maas à comparer à ACOTAR machin et tout et ça me saoule en fait parce que je trouve que ça le pose sur un piédestal et forcément les attentes vont être un petit peu plus grandes que si je l'avais lu sans rien connaître de la saga. Pourtant j'avais beaucoup aimé, comme je vous le disais, le tome 2 qui a été un gros coup de cœur. Je me suis spoilé effectivement certaines choses, c'est ma faute, écoutez, mais les gens ne mettaient pas des gros spoils comme ça directement en réel sans noter que c'est un spoil en avance. Oh! Pourtant là aussi j'ai l'intégralité de la saga en plus en relié, la plupart c'était des cadeaux de Camille de Madame Errant, donc vraiment très très contente. Donc j'ai envie d'en faire honneur à son cadeau et essayer de me dégommer la saga, mais là aussi problème de temps, parce que c'est une saga où je sais que je vais dégommer le tome 3 mais il est quand même beaucoup plus gros que les autres. Là aussi on peut pas dire non plus que c'est écrit très gros. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah oui, j'avais préparé ma lecture en plus parce que à l'endroit c'est mieux, j'ai un petit marque-page de fer irisante. Donc voilà, je suis un peu réfractaire à me lancer dans cette saga parce que tout le monde le met sur un piédestal et en plus de ça, il y a le tome entre deux, donc qui est une nouvelle qui, je pense, pourrait me plaire, mais j'ai un petit peu du mal avec le format nouvelle, je dois vous avouer, quand c'est des tomes entre deux comme ça. J'ai les mal vécu avec Sorcery of Thorn et du coup la nouvelle Mystery of Thorn Manor, donc j'appréhende vraiment ce genre de lecture. Et ensuite nous passons avec le point de vue d'autres personnages, mais ça sera plus vraiment le couple phare. Et comme je vous le disais, on s'accroche au premier protagoniste, donc basculer avec d'autres personnages, ça permet de continuer cet univers, certes, et j'espère quand même que je vais accrocher. Mais voilà, encore une fois, une saga qui est très longue, une saga qui est très hypée et une saga qui va me demander quand même beaucoup de temps. Voilà un petit peu pourquoi j'ai du mal à me jeter dessus. Et voilà tout le monde, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a aussi des sagas comme moi que vous avez du mal à terminer pour X ou Y raison. Je serais très curieuse de vous lire. Il n'y aura pas de vidéo ce dimanche parce que je serai à Montreuil et je pense qu'il n'y aura peut-être pas non plus de vidéo la semaine prochaine parce que je ne vais pas avoir le temps de le tourner. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis impatiente de vous retrouver à Montreuil. Et pour les autres, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!